Live streaming is on. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'ingénierie. Rendez-vous de l'ingénierie organisé par Syntec Ingénierie qui aujourd'hui porte sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Petite consigne avant qu'on démarre, donc vous avez un chat sur la droite sur lequel vous pouvez laisser des commentaires et poser vos questions. Donc déjà pour nous signifier que vous nous entendez, n'hésitez pas à poster un pouce ou un smiley sur le chat. Et puis tout au long de la conférence, si vous avez des questions, vous souhaitez interagir avec les intervenants, vous pouvez vous servir du chat. On va faire un tour d'écran. Je vais laisser chacun des trois intervenants se présenter. Puis après, on va en venir plus directement aux projets qui vont être présentés aujourd'hui. Je vais commencer par les personnes de chez Bertrand. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Samuel Martin, je suis le responsable de l'activité digitale chez Bertrand. Bonjour, je suis Lévi Fiton, je suis coordinateur de projet en réalité virtuelle et réalité augmentée chez Bertrand. Merci, je vais laisser l'intervenant d'Assystem se présenter. Guillaume, on ne vous entend pas. Guillaume, on ne vous entend pas. Petit réglage technique. Non, on ne vous entend pas. Peut-être que vous pouvez sortir et vous reconnecter. Bon, Guillaume va revenir. Je vais laisser Jean-Rémy se présenter. Et est-ce que parmi les étudiants dans les gradins, vous pouvez mettre des pouces pour que je sois sûr que vous nous entendez bien? Alors voilà Guillaume qui revient. C'est bon, ils nous entendent a priori. Super, merci. Guillaume, je vais demander à Pascal de t'appeler pour régler le problème de micro. Jean-Rémy, je vous laisse vous présenter. Oui, donc bonsoir à tous. Jean-Rémy Chandonnet, je suis enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'arts et métiers, l'ENSAM, et je travaille dans une équipe de recherche en réalité virtuelle et augmentée, et je suis également le responsable d'une formation de master dans ce domaine-là. Jean-Rémy, aujourd'hui, vous êtes notre expert sur les thématiques qui vont être présentées, donc vous aurez l'occasion d'intervenir après chaque projet présenté pour pouvoir nous donner un peu de hauteur sur ce qui aura été présenté. Très bien. Je vais laisser la parole donc à Samuel et Lévi pour votre projet qui, je crois, porte sur le secteur de l'automobile. Exactement. On voulait vous présenter un showcase qu'on a développé en réalité augmentée. Donc, on va vous partager une petite vidéo pour vous montrer le projet et ensuite on échangera autour de ce projet. Hop. Alors, je pense que vous voyez mon écran, c'est bon? Alors, oui, on voit votre écran. Ouais, c'est bon, ok. Donc, on a développé une application en réalité augmentée pour réaliser la présentation d'une Alpine A110. Donc, le but, je vais vous montrer la vidéo et puis je vais vous expliquer en direct sur la vidéo. Donc, le but de cette application, c'est un principe de tracking d'objets 3D. Donc, on vient reconnaître une forme en 3D. Donc là, dans ce cas, c'est la voiture. Et on vient afficher par-dessus un objet 3D et ensuite on peut modifier la couleur, on peut modifier tout ce qu'on souhaite sur l'objet 3D. Donc là, on voit, on a modifié la couleur et maintenant, on va venir afficher également toute la structure du véhicule. Donc là, c'est une structure en aluminium, donc c'est ce qu'on appelle le body in white, c'est le châssis du véhicule. Et en fait, on vient afficher par-dessus le véhicule réel la structure pour comprendre comment le véhicule a été fabriqué. Donc avec un principe de tracking 3D d'objets, on vient superposer
On peut mettre aussi des pièces, des éléments en transparence pour montrer la carrosserie dessous. Et ensuite, on a la même technologie qui peut fonctionner sans le véhicule 3D, enfin sans le véhicule réel, où dans ce cas, on ne fait pas du tracking d'objets, on passe directement tracking du sol. Donc un algorithme vient reconnaître le sol et on positionne le véhicule sur le sol. Et ensuite, on peut tourner autour du véhicule, on peut visualiser toutes les informations, changer la couleur. On a accès à pas mal d'options. Sur ce type d'application. Le but de cette application, c'est faire découvrir aux passionnés de la marque, faire découvrir aussi aux différents ingénieurs avec qui on travaille le fonctionnement du véhicule. Merci pour cette vidéo. Donc là, on voit le rendu final du projet sur lequel vous avez travaillé, mais peut-être que vous pouvez partager avec nous comment démarre un tel projet. On a souhaité développer cette application en réalité augmentée, en fait, pour montrer à nos clients et pour montrer aussi aux différentes personnes de chez Bertrand quelle est la technologie qu'on a réalisée et quelles sont les différentes technologies, c'est ça, utilisées pour réaliser un châssis en aluminium. Alors, par rapport à ce projet, on en a un petit peu parlé pour préparer la conférence. Donc, il y a du graphisme, il y a du développement, il y a du pilotage. Et quels sont les procédés? Comment est-ce que vous faites pour arriver à ce rendu graphique que vous nous avez présenté à l'écran? Alors déjà, il faut savoir qu'on doit récupérer les données d'entrée en fait du véhicule. Donc ça va être tout ce qui va être la 3D, donc les numérisations techniques du véhicule, qu'on va devoir optimiser et traiter pour pouvoir les adapter au mieux à l'application, à l'intégration dans le logiciel Unity qui sert à faire l'application, à builder l'application. Donc du coup, c'est un peu tous les procédés qu'il faut pour avoir un bon rendu graphique. Alors après, si je peux intervenir, effectivement, maintenant, on a des outils qui sont suffisamment performants et puis suffisamment accessibles aussi pour pouvoir arriver à ce genre de résultats. Donc, par exemple, Unity 3D, c'est un moteur de jeu au même titre que d'autres moteurs de jeu comme Unreal Engine, par exemple, ou d'autres qui sont très puissants, qui sont gratuits lorsqu'on n'a pas d'utilisation commerciale de l'application, donc qui peuvent être téléchargés par n'importe qui, même par les étudiants sans problème. Et puis on a également les outils, donc pour la réalité augmentée, là on voit sur la vidéo en bas à gauche, on a un logo qui s'appelle Vuforia, donc c'est une société c'est un produit qui est développé par une société qui s'appelle PTC, qui développe justement des outils de réalité augmentée. Et donc ces outils-là sont aussi assez accessibles. Pour pas évidemment qu'on mette un petit peu les mains dedans, mais c'est suffisamment accessible par rapport à ce qui existait avant où il fallait tout faire presque à la main, la reconnaissance visuelle, etc., qui se faisait tout presque à la main. Maintenant, on a des outils qui sont suffisamment accessibles pour que ce soit facilement déployable en fait en entreprise, dans les industries. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec ces outils de réalité augmentée ou même de réalité virtuelle, c'est que maintenant on est capable de faire des applications qui peuvent être à portée de main d'entreprise. Alors évidemment, il faut des compétences. C'est pour ça qu'on forme aussi des gens sur ces outils-là, mais c'est plus accessible que ça n'a pu l'être avant. Enfin, je pense que Samuel et Levi, vous pouvez confirmer là-dessus. Oui, la technologie a beaucoup évolué depuis les dernières années. Par exemple, le logiciel Vuforia qu'on utilise a évolué. Nous, ça fait 3 ans à peu près qu'on travaille avec Vuforia. Et en 3 ans, l'évolution a été énorme et on arrive à faire maintenant de la reconnaissance d'objets suivant n'importe quelle direction. Avant, il fallait être vraiment sur une vue du véhicule pour pouvoir reconnaître un véhicule. Maintenant, en fait, on peut se mettre autour du véhicule avec n'importe quel point de vue et on arrive à reconnaître l'objet et à superposer précisément les informations. Donc, c'est vrai que les évolutions dans ce domaine sont énormes. Moi, ce qui m'intéresse, parce que bon, en étant académique, on n'a pas forcément cette vue-là de la part des industriels, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir justement le retour des utilisateurs de ces technologies-là. C'est-à-dire des personnes qui vont, enfin des clients ou des personnes qui vont effectivement pouvoir accéder à l'application et qu'est-ce qu'ils en pensent en fait pour eux, qu'est-ce que ça leur apporte? Les retours sur ce type, donc ça c'est plus ce qu'on appelle le showcase, c'est plus orienté vers du marketing.
Les clients avec qui on travaille sont très contents et très bluffés du résultat. Et en fait, ça permet de mettre en avant de la technologie, ça permet de mettre en avant les petits plus du produit. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est accessible à tout le monde parce qu'on peut l'utiliser avec un smartphone et il n'y a pas grand-chose à faire pour l'utilisateur final pour utiliser cette technologie. Et là, effectivement, pour qu'on comprenne bien hein, ce que vous nous avez passé à l'écran, le petit film que vous avez passé à l'écran, finalement, c'est une application, alors vous me corrigerez, j'ai peut-être pas les bons termes, mais c'est une application qu'on peut avoir sur une tablette. Et finalement, c'est ce qu'on voit sur la tablette quand on passe devant l'objet. C'est ça. Là, en fait, on a juste enregistré l'écran du smartphone. Donc, c'est même pas un smartphone qui est très puissant, mais juste en enregistrant l'écran du smartphone, ça nous permet de faire des vidéos de ce type. Alors, on les a faites avec un stabilisateur, mais qui n'est pas très stable. Voilà, c'est pour ça que ça bouge un petit peu à un moment dans la vidéo. Alors, tout à l'heure, Jean-Rémy, vous parliez de compétences. Là, je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants en école d'ingénieurs et c'est vrai que dans l'ingénierie, on recrute beaucoup d'ingénieurs, mais pas forcément. Et ça peut être intéressant, peut-être, l'éveil que vous nous parliez de votre parcours, parce que voilà, vous êtes passé pour arriver jusqu'ici, vous avez eu d'autres expériences qui vous ont permis de vous former, d'apprendre, développer des compétences. Alors oui, effectivement, j'ai une base de graphisme 3D. Donc j'ai fait une école de 3D, de graphisme et tout, audiovisuel, avec tout ce qui était art plastique, tout ce qui était art globalement. Après quoi, j'ai eu aussi des expériences de freelance. Donc j'ai travaillé beaucoup avec des architectes dans un peu tous les domaines, jeux vidéo, architecture, etc. Donc j'ai fait pas mal de choses dans divers domaines assez variés où j'ai pu prendre de l'expérience sur tout ce qui était rendu temps réel, rendu précalculé. Donc ça allait de l'animation aux jeux vidéo en passant par des images d'architectes et tout. Donc tout ça m'a donné assez d'expérience pour pouvoir par la suite avoir assez de connaissances en fait sur tous les procédés de la 3D. Et de fil en aiguille, je suis devenu chef de projet sur divers projets de e-learning, des projets en réalité virtuelle, des projets en réalité augmentée, en travaillant avec plusieurs personnes comme des développeurs web, des développeurs en AR, des graphistes 3D, des graphistes 2D. Et toutes ces expériences m'ont appris justement à mener un projet à terme. Ça m'a donné pas mal d'idées, pas mal de solutions pour des problématiques que j'ai rencontrées ou que je peux être amené à rencontrer. Et c'est assez enrichissant en fait de rencontrer toutes ces personnes qui travaillent dans divers domaines et qui peuvent vous aider effectivement à mener un projet à terme. Et tout ça, c'est vraiment intéressant. Alors justement, vous parliez de difficultés. Est-ce que vous pourriez partager avec nous une difficulté que vous avez rencontrée sur ce projet et nous expliquer comment vous l'avez solutionné? Alors oui, il faut savoir que les données d'entrée, souvent, ce sont des numérisations techniques donc, qui proviennent souvent de CATCHA. Et nous, en fait, ce qu'on doit éventuellement faire, c'est optimiser ces numérisations pour pouvoir réduire le nombre de polygones pour qu'elles soient utilisables dans Unity et qu'elles ne demandent pas trop de performance aux devices utilisés, donc tablette, téléphone ou casque. Donc, le fait de réduire ces polygones, c'est quand même un travail assez complexe, assez important, suivant la qualité de la donnée d'entrée. Donc ça, déjà, c'était une petite difficulté, effectivement, qu'on a dû pallier, on a dû solutionner. On a réussi à travailler sur cette partie. Il y a aussi une autre petite difficulté qu'on a rencontrée, c'est au niveau de la colorimétrie. C'est-à-dire que la colorimétrie en hexadécimal qu'on va nous donner, souvent, il faut pouvoir jouer avec au niveau du rendu pour avoir le même rendu graphique, la même couleur que l'hexadécimal, le code hexadécimal qu'on nous a donné. Donc, par rapport à ça, on doit utiliser beaucoup de visuels du véhicule, beaucoup de photos et faire en sorte que le rendu graphique qu'on a au final, qu'on paramètre, correspond fortement
au visuel. Donc, c'est comme ça qu'on arrive effectivement sur plusieurs angles à avoir la bonne couleur, les bons reflets, et souvent, quand on arrive à avoir une peinture avec un effet un peu nacré comme la réalité, c'est vraiment excellent de voir que, voilà, que en modifiant des paramètres, en jouant sur la lumière, on arrive à avoir fortement un effet réaliste comme dans le monde réel, quoi. Alors, si je peux ajouter par rapport à ce que vient de dire Levi, bon, le temps réel, effectivement, ça c'est l'ennemi numéro 1 en fait, hein, de toute application en réalité virtuelle est augmentée, et donc tout ce qui peut permettre d'arriver à du temps réel. Alors, ce qu'on appelle temps réel, hein, c'est interactif, c'est-à-dire que ça va pas laguer entre guillemets lorsque je vais vouloir refaire une action sur l'objet 3D ou sur l'environnement 3D. Donc, effectivement, les modèles 3D, il faut avoir une bonne connaissance de ce que c'est qu'un modèle 3D, comment on synthétise un modèle 3D, enfin une image 3D, comment est-ce qu'on va l'organiser même dans la conception même du modèle 3D, etc. Donc, tout ça, c'est les connaissances, évidemment, qu'il faut avoir. Et après, sur les aspects, effectivement, rendus et autres, il y a beaucoup de travaux, même dans la littérature scientifique. Donc là, je parle plutôt d'un point de vue recherche, qui s'intéresse justement au rendu, par exemple, en fonction de l'environnement lumineux. C'est-à-dire que, OK, on va avoir un rendu peut-être par défaut, donc par exemple du bleu nacré, etc., comme ce qu'on a vu sur la vidéo. Mais il y a aussi des gens qui travaillent, par exemple, si jamais j'éteins la lumière, est-ce que le rendu de la voiture va être le même que dans la réalité, sachant que la lumière n'est plus la même, qui va se réfléchir. Et comment est-ce que je fais en sorte pour prendre en compte justement l'environnement lumineux, donc à travers les capteurs, la caméra, etc., pour que le rendu soit effectivement exactement le même. Et ça, c'est une problématique en particulier des designers. Moi, j'ai une autre expérience de collaboration avec des gens de chez Renault, pour le coup, qui, tant que le rouge n'était pas exactement le même rouge, etc., c'était très compliqué. Et maintenant, on arrive à faire des systèmes qui permettent justement d'arriver à un rendu suffisamment réaliste pour qu'ils se l'approprient. Mais c'est vrai que pour des gens qui sont extrêmement pointilleux sur la qualité de la couleur, enfin sur la couleur, le contraste, etc., c'est un vrai problème. Et donc, il y a des travaux dessus qui existent et qui commencent à porter leurs fruits, on va dire, qui commencent à être diffusés aussi dans l'industrie. Donc oui, c'est des difficultés qui sont pas anodines. On pourrait croire comme ça qu'il suffit juste de rendre et puis hop, c'est fini. En fait, non, il y a quand même ce qu'on appelle un post-processing qui est quand même particulièrement complexe, quoi. Merci Jean-Rémy pour ce complément d'information. Je vous propose qu'on passe au projet suivant. Est-ce que Guillaume, vous avez récupéré votre voix? Je pense, oui. Oui, super. Voilà, en fait, elle n'était pas partie très loin. Super. Donc Guillaume, vous êtes d'Assystem, Oui. vous présentez le projet Virtual Smoke Test. Ok. Oui, donc en fait, tout à l'heure, j'ai un petit problème de micro, donc chez Assystem, je pilote en fait toutes les activités qui tournent autour de la simulation virtuelle et de la réalité augmentée worldwide. Et Assystem, c'est un groupe français spécialisé dans l'ingénierie. Notre métier, c'est surtout de concevoir des bâtiments très compliqués pour le nucléaire, pour la défense, pour l'énergie, pour les sciences de la vie, usines pharmaceutiques, etc. Donc en gros, dès que c'est un bâtiment et dès que c'est compliqué, globalement, on est dessus. Même s'il y a un gros focus sur les sujets d'énergie. Et en fait, donc dans ce cadre-là, on utilise beaucoup la simulation, d'ailleurs un petit peu à toutes les étapes, dès les premières étapes de pré-design de bâtiments, dans toutes les phases de conception, d'accompagnement, sur les tests, jusqu'à la formation des collaborateurs en réalité virtuelle, ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et donc ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait une solution qu'on a développée, qu'on appelle Virtual Smoke Test. En fait, le principe de cet outil, c'est que quand on fait des conceptions de bâtiments compliqués comme ça, il y a plein de moments où on essaie de l'optimiser. Et donc, l'optimiser notamment dans tout ce qui va être la gestion de la contamination. Alors, ça peut être des contaminations par des particules potentiellement radioactives, ça peut être des contaminations par des bactéries, par des virus. Je pense que c'est un peu d'actualité, ça. Et donc, ça, dans la vraie vie, maintenant, tout le monde en a conscience, mais en fait, dans ces industries-là, ça existe depuis toujours. Et la difficulté, quand on conçoit des salles blanches, par exemple, c'est d'arriver à savoir où vont les particules, si jamais il y en a une qui est émise dans la pièce par quelque chose, où est-ce qu'elle va? Et la question principale, c'est est-ce qu'elle risque de finir dans un médicament ou dans un produit? Et donc, on est souvent challengé par nos clients là-dessus.
Et l'idée, c'était d'aller plus loin dans les études qui nous permettent de concevoir des bâtiments plus safe, en fait. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée, parce que... alors, je vais essayer de partager mon écran. Donc là, après avoir les sujets de micro, maintenant, je teste 40 partages d'écran, donc on est complètement fou, quoi. On ose tout. Fenêtre d'application, je vous montre juste ça. Si vous voyez mon écran, je ne sais pas, peut-être que ça parle à certains, je ne vais pas vous présenter la presse complète. Mais donc ça, c'est le genre d'études qu'on fait traditionnellement dans l'ingénierie. C'est ce qu'on appelle les études CFD. Donc on va analyser finalement ce qu'on voit là, c'est schématiquement une pièce relativement cubique, et en haut, on souffle de l'air, et en bas, on l'aspire. Et en fait, dans ces environnements-là, il y a toujours ces systèmes d'aérolique, comme on appelle ça, donc de mouvement d'air, où d'un côté, on va souffler de l'air très très propre, et de l'autre côté, on va l'aspirer, et puis après, on va le filtrer, une fois qu'il a quitté la pièce. Et la problématique, en fait, c'est que dans ces simulations-là, donc là, c'est quelque chose qui est issu d'un logiciel qui s'appelle ANSYS Fluent, qui marche très très bien. Le problème, c'est que pour obtenir ça, on va devoir laisser tourner une machine de calcul pendant 4 heures. Et nous, ce qu'on veut, c'est optimiser très très vite. Donc ça rejoint ce qui était dit avant. Nous, le temps réel, en fait, on fait que ça. Et la difficulté, c'était justement d'arriver à adapter les modèles mathématiques d'écoulement de fluide newtonien à le temps réel, sans utiliser la puissance de calcul de la NASA. Et en fait, c'est de là qu'est né le projet Virtual Smoke Test. Donc on se base, finalement, on se nourrit des calculs qui auront été faits comme ça. Et en fait, on a développé derrière une solution qui nous permet en fait d'aller plus loin parce que d'une part on va pouvoir mesurer dans le temps, on va voir l'évolution, on va voir les mouvements d'air dans la pièce, les déplacements des particules, et surtout on va rajouter la couche qui manque à tous ces outils-là, c'est la couche du dynamique. C'est-à-dire qu'en fait vous construisez votre pièce et puis vous dites ok, c'est comme ça. Au mieux, vous arriverez à dire, bah, à cet endroit-là, il y a un volume comme ça, voire vous avez exactement la machine XY, et du coup, ça se passe comme ça. Et nous, en fait, ce qu'on a rajouté, c'est aussi toute la vie qui reste derrière. C'est-à-dire, là, quand j'ouvre une porte, je crée une aspiration d'air. Quel va être l'impact? Quand une personne se déplace, elle déplace un volume d'air. Quel va être son impact? Quand elle bouge le bras, quand elle bouge le petit doigt, en fait, il va potentiellement y avoir un mouvement. Et donc, en fait, je vais vous montrer quelques vidéos qui illustrent ça. Voilà. Hop, je vais partager. Alors, en fait, l'idée, c'est de... Donc là, par exemple, alors je ne peux pas trop vous dire pour qui, pourquoi, c'est, etc. Mais bon, bref. Donc, c'est une pièce, par exemple, dans une pièce vide, dans les premières phases de conception, on a imaginé un système de soufflage et d'aspiration d'air. Et là, en fait, la problématique, c'est s'il y a de la contamination qui vient de la pièce à l'extérieur, où est-ce qu'elle va aller? Comment est-ce qu'elle va se disperser dans la pièce? Comment est-ce qu'elle va être aspirée? Au bout de combien de temps la pièce va être safe? Voilà. Donc, ça nous permet, dès les toutes premières phases d'études de conception de bâtiment, de déjà chercher à optimiser. On va aussi optimiser les vitesses de soufflage, les vitesses d'aspiration, la taille des bouches, le remplacement, pour essayer d'avoir quelque chose de plus optimal possible. Voilà. Donc ça, c'est la première étape dans une pièce vide. Ensuite, on va utiliser, on va aller un petit peu plus loin, et évidemment, bien sûr, là, il ne me la lit pas. Hop. On va être dans une pièce où on va rajouter de l'équipement, où on va rajouter de l'équipement, et du coup on se dit, voilà, est-ce que notre système d'aspiration d'air est bien? Donc par exemple, ça c'est un environnement pharma, donc au fond là c'est une machine qui est complètement fermée, hein, c'est là-dedans qu'on remplit des vaccins et des choses comme ça, donc il faut évidemment qu'il y ait le moins de contact possible avec l'extérieur, et il y a un système d'air très très complexe dans la pièce, et donc là en fait ça nous permet de tester nos hypothèses avant même que tout soit construit. Normalement, il faut attendre, hein, c'était ça en fait le besoin client au point de départ. Normalement, pour faire ce genre de test de fumée, là, en fait, il faut attendre que la pièce soit montée et la machine installée. Et ça veut dire que derrière, si vous découvrez un problème, ça devient vite extrêmement compliqué parce que votre pièce, vous l'avez déjà tout fini, puis il va falloir tout casser. Et bon, voilà, ça ne se construit pas en 5 minutes, hein, des bâtiments comme ça, donc c'est potentiellement vraiment un problème. Donc là, l'idée, c'est finalement de pouvoir tester. Donc, on va tester les vitesses d'aspiration, etc., pour pouvoir mesurer finalement que tout se passe bien tel qu'on l'envisage et optimiser des choses parce que c'est intéressant de pouvoir optimiser la puissance de soufflage et la puissance d'aspiration parce que là, quand même, on est sur des vitesses qui peuvent être potentiellement importantes. Hein. Dans des environnements comme ça, des fois, il y a du 3,5 mètres secondes en vitesse de soufflage. Donc, vous imaginez la puissance qu'il faut derrière. Là, je suis face à des ingénieurs. Donc, vous imaginez la puissance de soufflage qu'il faut 24/24, 365 jours par an. Donc, si on arrive à gagner quelques
quelques parties de tout ça, tout en gardant l'aspect safe, c'est pas mal. Et donc, une fois qu'on a ce bâtiment-là et qu'on a ça, on va rajouter le facteur humain. Et donc, on va simuler un certain nombre d'opérations qui vont se passer dedans, et puis même l'impact de l'être humain dans cette pièce. Là, par exemple, on cherche à vérifier que le flux d'air à l'intérieur de la machine est bien plus fort que celui qui est à l'extérieur de la machine, et que c'est suffisant pour qu'il n'y ait pas plein de saletés qui potentiellement rentrent à l'intérieur de la machine. Ce qui est en l'occurrence là le cas. Dès lors qu'il y a une personne qui se penche dans la machine, du coup, il y a des problèmes derrière. Et je ne sais pas si vous avez vu, là c'est allé un peu vite, mais en fait, quand la personne se recule, on va vraiment voir les phénomènes d'aspiration de particules. Elle va traîner ces particules avec elle derrière. Donc ça, c'est des choses qu'on n'était pas en capacité de faire, parce qu'il n'existe pas de solution sur le marché pour le faire, en temps réel. Et donc là, effectivement, ça rejoint ce qui a été dit avant. Là, on n'est pas sur du précalculé. C'est-à-dire qu'on peut agir dessus, on déplace la caméra, on va déplacer aisément. Là, j'ai juste enregistré une vidéo, mais en vrai, ça tourne sur une machine, bon, on va dire une machine de gamer, voilà, sans plus. Donc, il n'y a pas besoin de serveur de calcul, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc, ça va nous permettre de... Ah ouais, donc une vidéo sur deux, après ça ne marche plus. Ça va nous permettre de voir des choses aussi en termes... Je montre juste une autre. Je suis désolé, à chaque fois, je suis un peu obligé de relancer. En fait, ça va nous permettre de voir à partir de quand est-ce qu'on prend un risque. Là, c'est un peu la même vidéo, mais sous un autre angle. Donc, on est dans la machine. Et donc, on voit que tant que la personne ne manipule pas, tout va bien. Donc, notre aérolique est bien faite. Ça ne rentre pas dans la machine. Et dès que la personne arrive, on voit ça dégouline, ça glisse sur le bras. Et ça, c'est des choses qui sont, tant qu'on n'a pas l'installation montée, c'est quand même très compliqué. Et donc, l'idée de notre solution, c'était de pouvoir vérifier des choses comme ça et d'aller parfois extrêmement loin parce que même sur des gestuelles très, très fines, dans des conceptions de machines, là, par exemple, dans ce cas précis, en fait, les mains, bon, là, dans la vidéo, elles sont figées, mais en vrai, elles sont animées. On doit manipuler un espèce de rail là, qui se déplace. Et en fait, la question qui se posait, c'était si j'ai une particule qui est sur mon gant, puisque c'est quand même la source de contamination principale, est-ce que je risque de contaminer finalement les éléments qui sont positionnés juste à côté par là. Et donc l'intérêt de cette simulation, c'est de pouvoir être juste du premier coup quand on fait une conception. Parce que là, le cas classique, c'est on conçoit le truc. Là, en l'occurrence, les plans qui avaient été faits par le constructeur n'étaient pas bons. Et si je fais juste une pause, en fait, on se rend compte que là, donc si maintenant il y avait une particule qui était à cet endroit-là, ce qui est matérialisé par ce qu'on sort là, en fait, la première aiguille de remplissage qui est ici, potentiellement, elle est contaminée par la manipulation. Donc, le sujet, ça a été quoi? De dire, dans votre conception, ce que vous faites, vous rajoutez 10 cm d'inox de chaque côté, puis vous mettez vos vis de serrage un petit peu plus loin, pour que du coup, quand la personne y manipule, elle ne risque pas de contaminer cette aiguille qui est là, dans laquelle, effectivement, il y aura un flacon de vaccin ouvert en dessous. Donc, l'idée principale, c'était ça, c'était de pouvoir tester en amont plein d'hypothèses en dynamique, parce que dans certains cas, on a vraiment même la personne, c'est-à-dire qu'on les équipe, en fait, c'est des opérateurs des clients qui sont équipés avec un ensemble de réalité virtuelle. Enfin, c'est de la motion capture comme au cinéma, en fait, quand ils veulent enregistrer, si vous voulez enregistrer, je ne sais pas, les déplacements d'un robot ou je ne sais trop quoi, vous allez utiliser de la motion capture, là, c'est un peu pareil, c'est les mêmes équipements. Et donc, on va enregistrer les déplacements des bras, des coudes, du torse, de la tête, des mains, et de chaque doigt jusqu'à chaque phalange, pour aller tester des manipulations très fines, et du coup, identifier si ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Et ça, en nucléaire aussi, il y a un très, très gros besoin sur ces cas-là, parce que ça permet de visualiser les radiations et leur propagation. Ça permet en même temps de mesurer la dose en temps réel, etc., la dose de radiation perçue. Voilà. Donc le projet, il était là pour finalement aller beaucoup plus loin que ce qui peut exister dans les outils qu'on utilise déjà dans l'entreprise et dans toutes les entreprises pour simuler les flux d'air et de pouvoir avoir cet aspect dynamique, les déplacements, les vraies personnes, etc., et leur impact. Alors justement, Guillaume, pour arriver à un tel projet, est-ce que vous pouvez nous dire de comment est composée votre équipe, à vous, qui a planché sur ce projet pour ce rendu-là? Alors, un système, c'est quasiment, il y a 7000 personnes, c'est presque que de l'ingé. Donc ça, voilà. Mais donc du coup, il y a beaucoup d'ingé dans mon équipe. Après, il y a aussi du graphiste 3D, comme ça a été dit avant. C'est un métier qui est souvent un peu oublié dans ces sujets de simulation, mais je peux vous assurer qu'il est presque plus important.
il est absolument crucial. La préparation des modèles et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et je ne parle même pas des aspects formation où là, le visuel est roi. Et donc, oui, bon, c'est de l'ingénieur plutôt de développement logiciel, sachant que moi, j'ai une équipe vraiment avec des gens spécialisés en réalité virtuelle, donc ils sont vraiment formés là-dessus. Là, pour vous donner un ordre d'idée, d'ailleurs, c'était une des plus grosses difficultés qu'on a rencontrées sur ce projet-là, c'est que, comme c'est du temps réel, on n'a pas pu utiliser totalement les équations Navier-Stokes et autres qui sont les standards de tout ce qui est écoulement de fluide. Il a fallu, en fait, en exploiter une version dérivée, un tout petit peu simplifiée, mais qui nous permet quand même 95% de précision, on va dire. Et donc, ça veut dire que c'est un ingénieur de développement logiciel, mais aussi vraiment assez balèze en algorithme. Il a fallu aller coder très bas niveau dans le moteur Unreal Engine pour arriver à faire ça. Donc, on est vraiment dans du développement. Et bien sûr, après, à côté de ça, il y avait des experts en tout ce qui est fluide, quoi, parce que sinon, après, nous, on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est bon, quoi. Donc, c'est ce mélange. Donc, à la fois du développeur spécialisé réalité virtuelle, mais très mat, très mat, très algo. Et puis, parce que pour le temps réel, c'est vraiment clé. Et puis, donc, des personnes plus CFD, donc plus simulation fluidique, et du graphiste 3D. Pour les modèles. Alors, Jean-Rémy, est-ce que voilà, il y a des choses que vous voudriez ajouter ou peut-être des questions que vous souhaiteriez poser à Guillaume? Oui, alors effectivement, ça c'est une problématique qui est assez courante. Alors c'est pas forcément courante qu'on mette des modèles physiques dans les simulations. Ça dépend évidemment du cas d'usage. Donc là, dans ce genre de cas d'usage, évidemment, c'est essentiel. Et c'est effectivement là la complexité. Enfin, on revient toujours au temps réel, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire des simulations qui tournent pendant des heures? Normalement sur une machine, même la plus puissante qui soit, en temps réel. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche également là-dessus. Et je pense que la système est un peu au courant aussi de ce qui se fait dans d'autres laboratoires de l'ENSAM à ce sujet-là. Et au début, en fait, oui, je ne l'ai pas cité, mais au début, pour lancer le projet, il y a une doctorante qui a bossé 1 an et demi sur ces sujets, pour simplifier les équations de Navier-Stokes. Oui, donc c'est vraiment un vrai sujet de recherche, tout ce qui est réduction de modèles aussi. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement prégnants et voilà qui sont des travaux de recherche qui existent depuis des dizaines d'années sur le sujet. Et après il y a effectivement dans certains cas d'usage, encore une fois, ce n'est pas toujours utile non plus. Voilà, c'est-à-dire que selon selon ce qu'on a envie de faire avec, on n'est pas forcément obligé d'avoir des modèles qui soient extrêmement précis. Il faut que le comportement soit valable, en fait. C'est ça qui est important, parce que c'est pas forcément facile de vérifier de valider effectivement que ce qu'on voit à l'écran est exactement pareil que dans la réalité. On peut pas mettre des capteurs sur toutes les particules qui tombent évidemment, donc voilà. Mais ce qui est important, c'est le comportement. Et c'est ça en fait sur laquelle on va jouer principalement lorsqu'on va faire des applications de réalité virtuelle qui nécessitent un tout petit peu pas de simulation, mais on va dire de comportement physique ou en tout cas de comportement général pour arriver justement à des simulations qui soient réalistes, c'est-à-dire qui soient valides d'un point de vue comportement. Alors après, la question éventuellement que j'avais, c'est que Guillaume, là, vous disiez que vous avez les personnes qui sont avec vous, donc c'est des gens qui sont spécialisés en réalité virtuelle, côté plutôt maths. Alors ça veut dire quoi en fait exactement? Ça veut dire que c'est des profils. Alors il y a un peu. Bon, après c'est ça, c'est toute la diversité humaine, mais oui, c'est du profil ingénieur quand même. Alors après, ça peut être un école d'ingé ou faculté. Voilà, il y a les deux types. Par contre, avec des grosses spécialités maths à chaque fois dans ce qu'ils ont fait. Et puis leur spécialité réalité virtuelle, elle est venue dans le cours du cursus. Par des parcours, alors je ne les connais pas tous, et puis ils ne sont pas tous français, donc il y a aussi des parcours étrangers. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'était les maths au service du temps réel. C'est vraiment ça, parce que c'est vraiment extrêmement plus compliqué que le précalculé. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je ne vais pas dévoiler tous les secrets, mais pour vous expliquer juste rapidement comment ça marche, en gros, il y a d'abord le moteur physique, qui va nous donner, on va dire, les comportements terrestres sur lesquels on peut varier. Donc, on a en gros la pesanteur, la résistance de l'air, les températures. Parce que là, je l'ai montré, en fait, on travaille aussi sur des déplacements de masse d'air, sur le même principe.
Donc, par exemple, quand vous êtes dans une centrale, vous avez 40 mètres sous plafond, comment est-ce que les masses d'air se déplacent là-dedans? Comment est-ce que vous allez gérer? Et là, c'est pour, typiquement, d'un point de vue ingénierie, c'est pour identifier le dimensionnement des groupes froids. Enfin bref. Donc voilà, donc vous avez un moteur physique. À côté de ça, vous avez évidemment le modèle 3D. Vous avez en fait un champ de vecteurs qui reproduisent l'intégralité en fait des déplacements là-dedans. Donc c'est des vecteurs d'accélération. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les simus, là, il y en a en moyenne à peu près 100 000 par pièce, des vecteurs, plus ou moins forts, directionnels, etc., qui se croisent, qui interagissent, etc. Donc ça, c'est un modèle mathématique qu'on a développé, qui le construit. Après, le modèle, il est retravaillé avec des systèmes de colliders convexes qui permettent en fait de donner plus de précision au rebond des particules. Parce que si vous utilisez les propriétés physiques du moteur, c'est pas terrible. À un moment donné, elles vont s'accumuler n'importe où, elles vont faire un peu n'importe. Surtout quand vous laissez tourner la simu. À la limite, les 2 premières minutes, ça va, mais si vous devez laisser tourner ça pendant 1 heure, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Et puis après, il y a effectivement tout un système de particules je dirais, de comportement d'écoulement de fluide qui est rajouté par. Donc en fait, c'est un empilement de couches qui nous a permis de faire ça, parce que sinon, en allant que dans les maths, on a vraiment essayé, mais en fait, ça demandait une puissance de calcul monstrueuse. Et là, l'idée, c'était qu'en gros, avec une carte graphique de gamer, ça tourne. Donc c'est vraiment du GPU qui fait tourner ça. Et du coup, est-ce que vous avez un retour, entre guillemets, sur... ça, c'est utilisé maintenant chez le client, j'imagine? Oui, c'est utilisé depuis un moment. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez un retour sur l'économie en termes de coûts qu'il a pu engranger, entre guillemets, par rapport à cette application? Je sais pas, je vais vous donner juste un exemple. On a un client, sa dernière ligne de production, il génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour dessus. Il a gagné 3 semaines dans la livraison de sa ligne et sa mise en route opérationnelle. Voilà. Je pense que ça valait le coup. Après, sur d'autres sujets, quand on est en radioprotection, le sujet, il est plus de facteurs humains. Le truc, en fait, surtout, c'est que souvent, les secteurs avec lesquels on travaille, non seulement c'est compliqué, mais en plus, vous ne pouvez pas y rentrer. Donc, en fait, il faut arriver à, par exemple, même le secteur pharmaceutique, avant de pouvoir rentrer dans la zone, il vous faut des habilitations, enfin, il faut que ce soit construit, il faut que ce soit qualifié, validé, il faut que vous ayez les habilitations, etc., etc. Et là, en fait, l'idée, c'est que, avant que vous ayez tout ça, on peut déjà tester beaucoup de choses. Mais je vous rejoins, la précision est jamais... Elle n'est pas suffisante pour faire la validation réglementaire des choses. Ce n'est pas le but. Le but, vous l'avez très très bien expliqué, c'est de décrire les comportements et d'arriver à trouver, on va dire, des écarts types et des valeurs limites, au-delà desquelles on sait qu'on prend un risque. Et ça permet après de construire des choses qui nous permettent de nous éloigner de ces risques-là. Mais effectivement, on sera jamais à 100%, parce que il n'y a que la vraie vie, parce que ça reste de la simulation. Pour vous donner un exemple, on est sur des plafonds soufflants. Un plafond soufflant, c'est bien, on vous dit, je sais pas, ça souffle à 0,53 mètres secondes, par exemple. Voilà, très bien. Alors, dans la simu, vous allez mettre 0,53 mètres secondes. Sauf que dans la vraie vie, quand vous allez prendre des points de mesure, dans une pièce qui fait 20 mètres carrés, vous allez prendre, je sais pas, 50 points de mesure, vous aurez 50 mesures différentes. Donc, ce qui va être mesuré dans la réalité sera toujours un tout petit peu différent de ce que la simulation vous aura permis de faire. Par contre, ça vous donne quand même une indication extrêmement forte. Et quand vous dimensionnez des puissances électriques ou des puissances de groupe froid ou des puissances de soufflage, de toute façon, vous prenez toujours des marges, quoi. Simplement, là, ça permet d'avoir des marges qui sont quand même un peu plus justes. Au lieu de prendre 50%, vous êtes plutôt à 20%. Voilà. Ça, c'est quand même déjà sur une exploitation d'un bâtiment qui va vivre 30 ans, ça fait une sacrée différence. Alors, avant qu'on fasse le tour d'écran final, je vais proposer à Samuel et Lévaï de répondre à la question d'un étudiant qui voudrait rejoindre votre équipe en stage, en alternance ou peut-être qui est jeune diplômé. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller de faire pour être prêt puis pour correspondre à vos besoins? Et après, je vous inviterai à clôturer. Je repasserai la parole à tous les intervenants et puis En gros, on a pour tout ce qui est le développement en réalité augmentée, on va avoir 2 types de profils. Donc, il y aura le profil développeur, donc la personne qui va, nous, on travaille principalement avec Unity, comme le disait Jean-Rémy tout à l'heure. Donc, en gros, on va rechercher des développeurs, donc des développeurs qui connaissent le C#, et on va même aller un petit peu plus loin parce qu'on travaille aussi avec un petit peu de reconnaissance d'image. Donc, après, on va développer avec du Python, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est un développeur un petit peu touche à tout et très curieux parce que c'est ce qui nous intéresse si on veut aller toujours un petit peu plus loin. Donc, il y a la partie développeur ou la partie plus Levi, ce qu'il a expliqué, c'est la partie infographie. Voilà, c'est les 2 types, on va dire, de profils qu'on cherche et qu'on recrute, soit en alternance, soit en stage, soit en CDI dans nos équipes.
Alors, j'en profite pour partager un questionnaire de satisfaction. Donc, j'invite les étudiants à y répondre et vous trouverez à la fin des ressources avec les coordonnées de chacune des entreprises, soit des intervenants, soit des entreprises, voire le projet d'un système voilà, qui sera aussi un petit peu plus détaillé. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à répondre au questionnaire pour avoir l'ensemble des infos. Et puis après, peut-être que si Samuel ou Lévaï voulaient dire un mot de la fin, puis je passerai ensuite la parole à Guillaume et Jean-Rémy. Bon, en conclusion, je pense qu'on peut te remercier Clément pour avoir organisé ce point, c'était assez intéressant. Non, et puis après, voilà, nous, côté Bertrand, on cherche des profils, que ça soit stagiaire, apprenti ou même CDI. Donc, on cherche des développeurs en ce moment en réalité augmentée. Donc, connaissance de Unity avec du C#. Voilà, en gros, en conclusion, c'est ce qu'on peut dire. Merci pour l'organisation et puis voilà. Merci Guillaume, si vous voulez conclure également. Ok, bah, je vais faire mon marché aussi. Alors d'abord, effectivement, merci pour cette tribune aussi. Hein. Et puis c'est toujours intéressant de partager un peu ce qu'on fait, parce que c'est toujours des trucs un peu secrets. Alors, ce qui est difficile, c'est de pouvoir montrer des choses. Donc on fait beaucoup de tri pour arriver à montrer des trucs qui ne ressemblent pas à grand-chose pour éviter qu'on reconnaisse le client. Et puis avec ce qu'on a le droit de diffuser. Et de notre côté, moi j'ai 3 postes ouverts là aujourd'hui en CDI dans mon équipe. Hein. Donc on est à Strasbourg par contre, ça c'est un peu exotique. L'équipe VR d'Assystem Monde est à Strasbourg, donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Et bon, après, il y a des équipes aussi à Lyon, à Paris, à Rouen, etc. Mais bon, quand même, l'équipe VR, elle est quand même plutôt là. Et donc, j'ai 3 postes ouverts pour du développeur aussi. Alors, nous, c'est plutôt du C++. Parce que ouais, comme il y a beaucoup de. En fait, il y a besoin d'aller un peu plus loin. Alors, Unity 3D, on l'utilise aussi, ça dépend des cas. Notamment pour la formation virtuelle, Unity, c'est vraiment très bien. Par contre, là, pour les simulations type maths, on utilise plutôt Unreal parce qu'on peut descendre en fait bas niveau en termes de code pour aller essayer de chercher de l'optimisation sur le temps réel. Donc, développeur C++, le cas échéant, et même si vous n'avez jamais touché Unreal Engine, en fait, on forme les gens. Parce que bon, c'est quand même un peu exotique, ça se trouve pas facilement. Et donc, si la réalité virtuelle, ça vous intéresse. Voilà. Donc après, il y a ce genre de simulation très maths, et sinon, donc on fait beaucoup de formations VR aussi, hein, quand même. Hein. Donc, tel que vous l'imaginez, j'ai un casque, j'ai app, et puis voilà, ça y est, je vais apprendre à monter des machines, je vais apprendre à me déplacer, je vais apprendre à faire tout et n'importe quoi. Donc ça, on en fait énormément. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, il y a 3 postes ouverts. En fait, je pense qu'on les retrouve. Alors, je crois que c'est marqué que 1, mais en fait, il y en a 3. En suivant, sinon, je remettrai le lien si vous êtes intéressé. Merci Guillaume. Et Jean-Rémy, si vous voulez également ajouter un mot. Oui, pareil, je vais remercier aussi de m'avoir invité. Alors, moi, du coup, je suis côté académique. On a une formation sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. D'ailleurs, certains de nos étudiants sont chez Bertrand, ou en tout cas sont passés par Bertrand. Mais voilà, on forme aussi des étudiants à ces outils-là, la programmation, à la modélisation 3D, à tout ce qui est nécessaire en fait pour pouvoir mener un projet de réalité virtuelle. Alors c'est pas que forcément du développement technique, mais c'est aussi parce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est des choses qui sont très transversales, très transdisciplinaires. Il n'y a pas que du développement, mais il faut s'intéresser aussi un peu à l'humain, c'est-à-dire comprendre comment il perçoit un environnement virtuel, enfin comment il interagit aussi avec un environnement virtuel. Donc on forme aussi à tous ces choses-là. Donc si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez toujours candidater. Également, alors je m'adresse à Bertrand et à Système aussi, où on a des étudiants qui sont demandeurs de pouvoir travailler en entreprise sur des sur des projets qui sont pas forcément ce ils ont l'habitude de voir chez nous, parce qu'on travaille sur d'autres projets et pas forcément sur ce qu'on a vu là. Donc voilà. C'est un domaine d'avenir, il faut le dire. C'est un domaine sur lequel les étudiants trouvent très facilement du travail, parce qu'il y a beaucoup de demandes après les entreprises. En tout cas, c'est ce que j'observe. Enfin, tous les ans, je reçois des montagnes d'offres de stage, et voire même plus, de CDI et autres. Donc il faut y aller, quoi. À mon tour de vous remercier tous les 4 pour vous être mobilisés. Je remercie également les étudiants qui sont dans les gradins. Et puis, rendez-vous le mois prochain pour le prochain rendez-vous de l'ingénierie qui est sur les transitions énergétiques.
Et je vous invite également à suivre la page Syntec Ingénierie sur Twitter ou LinkedIn, parce qu'on a un forum de recrutement virtuel les 23 et 24 juin. Stage, alternance, premier emploi. Donc, voilà, les étudiants, évidemment, ils seront tous conviés. Merci beaucoup à tous et à une prochaine fois. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.